Bonjour, chers étudiants. On est arrivé au troisième chapitre de cette deuxième partie du module génétique 1, cette partie où on traite l'analyse génétique chez les organismes diploïdes. Et dans ce chapitre-là, on s'intéressera au linkage et à la carte chromosomique. Donc tout d'abord, on va définir qu'est-ce que ça veut dire linkage, qu'est-ce que ça veut dire carte chromosomique, et on passera au traitement de ce chapitre-là. Quand deux ou plusieurs gènes sont situés sur le même chromosome, on dit qu'ils sont liés. Et on peut dire aussi qu'il y a linkage entre ces deux gènes-là. Donc, on parle de linkage entre les gènes lorsque ces gènes-là sont liés. Et la carte chromosomique ou carte génétique, c'est la représentation graphique de la position des gènes les uns par rapport aux autres sur un génome. Tout simplement, donc, c'est la localisation des gènes. On localise les gènes sur le chromosome et on détermine leur position les uns par rapport aux autres. Quand les gènes sont liés, la recombinaison entre ces gènes-là n'est pas la même quand ils sont indépendants et lorsqu'ils sont liés. Donc, on va voir cette recombinaison des gènes qui sont liés lorsque les gènes sont indépendants, et on insistera surtout sur cette recombinaison entre les gènes lorsque les gènes sont liés. Les gènes d'un chromosome qui sont donnés, les gènes plutôt d'un chromosome donné, sont répartis dans les gamètes indépendamment de ceux qui sont situés sur un autre chromosome, ceci au cours de la formation des gamètes. Donc c'est ce qu'on appelle la ségrégation indépendante, c'est la troisième loi de Mendel. Donc les gènes qui sont situés sur des chromosomes différents, ils vont ségréger indépendamment. Ce n'est pas le cas lorsque les gènes sont liés. Donc c'est la troisième loi de Mendel qui est la ségrégation indépendante. Les gènes qui sont situés sur le même chromosome, alors, ce n'est pas comme les gènes qui sont indépendants. Les gènes situés sur le même chromosome, ils ont tendance à rester ensemble au cours de la formation des gamètes. Et le résultat d'un test cross qui croise un double hétérozygote avec, bien sûr, un double homozygote récessif, le résultat de ce croisement-là, de ce test cross-là, il dépendra de la position relative des deux gènes, en particulier de leur localisation sur un même chromosome ou sur deux chromosomes différents. Tout simplement, ici, les résultats d'un test cross d'un double hétérozygote ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Dans le cas où les gènes sont indépendants et dans le cas où les gènes sont liés. Les résultats ne sont pas les mêmes. On va voir ceci. Dans le cas de deux gènes qui sont situés sur deux chromosomes différents, c'est-à-dire le cas de deux gènes qui sont indépendants. Voilà le double hétérozygote. Il est croisé avec le double homozygote récessif. Donc, c'est le test cross d'un double hétérozygote. Ce double hétérozygote, il va nous produire 4 types de gamètes. Des gamètes parentaux, grand A, grand B, et petit a, petit b. Et des gamètes recombinés, grand A, petit b, et petit a, grand B. Et bien sûr, ces gamètes-là, ils ont les mêmes proportions, parce que les deux gènes sont indépendants. Là, on a l'individu double homozygote récessif qui nous donne un seul type de gamètes, des gamètes qui contiennent les allèles petit a et petit b. Donc, un seul type de gamète va être fourni par cet individu-là. Au niveau de la descendance, donc bien, le génotype du double hétérozygote, c'est grand A, petit a, grand B, petit b. Il est croisé avec le double homozygote récessif petit a, petit b, petit b. Donc, j'ai dit que ce double hétérozygote produit deux types de gamètes. Les gamètes parentaux
grand A, grand B et petit a, petit b, et les gamètes recombinés, grand A, petit b et petit a, grand B. Évidemment, les proportions de ces gamètes-là sont égales. Un quart, un quart, un quart, un quart. Le deuxième parent, il produit un seul type de gamètes. Donc 100% de gamètes qui contiennent les allèles petit a et petit b. Donc ici, le résultat donc, du croisement, on aura des individus qui ont le génotype grand A, petit a, grand B, petit b. Leur phénotype, c'est grand A, grand B. Ils présentent évidemment une proportion de 1 quart. Donc, petit a, petit a, petit b, petit b, petit b. Donc c'est le phénotype parental petit a, petit b, avec une proportion évidemment de 1 quart. Donc ce sont les phénotypes parentaux. Et bien sûr, on aura les phénotypes recombinés avec le génotype grand A, petit b, petit b, qui va nous donner le phénotype recombiné grand A, petit b, avec une proportion évidemment de 1 quart. Le quatrième génotype, c'est petit a, grand B, petit b, qui va donner le phénotype petit a, grand B, qui a évidemment 1 quart comme proportion. Donc voilà les résultats d'un test cross, d'un double hétérozygote, lorsqu'on a deux gènes qui sont indépendants. Donc voilà la descendance avec les différents génotypes. Les génotypes parentaux et les génotypes recombinés avec chacun une proportion de 1 quart. Donc la descendance du test cross dans ce cas est constituée de 4 catégories d'individus numériquement équivalents. Dans le cas de deux gènes qui sont liés. Donc on va voir le résultat d'un test cross d'un double hétérozygote dans le cas de deux gènes qui sont liés. Dans le cas de ces deux gènes, dans le cas de deux gènes qui sont liés, un double hétérozygote, il peut avoir deux constitutions possibles, suivant la position relative des différents allèles. Il y a ce qu'on appelle la liaison en 6, qui est écrite grand A, grand B, petit a, petit b. Ici, ça veut dire que ce chromosome-là, il porte les allèles dominants des deux gènes, grand A et grand B. Et ce deuxième chromosome homologue, il porte les allèles récessifs, petit a et petit b. Donc c'est ce qu'on appelle la liaison en 6. Et il y a la liaison en trans. Dans ce cas, l'un des chromosomes, il porte un allèle dominant du premier locus et l'allèle récessif du deuxième locus. Et le chromosome homologue, il porte l'allèle récessif du premier locus et l'allèle dominant du deuxième locus. C'est la liaison en trans. Donc les gènes à gauche des lignes obliques, ces gènes-là, à gauche, ils sont situés sur un même chromosome. Et ceux qui sont inscrits à droite de ces lignes sont situés sur le chromosome homologue. Alors, dans le cas du test cross de ce double hétérozygote, qu'est-ce qu'on obtient au niveau de la descendance? Alors, pour les gamètes qui sont produits par cet individu-là, il y a 4 types de gamètes. Donc, le double hétérozygote, son génotype
les deux gènes sont liés, donc son génotype, on l'écrit de cette façon-là. Donc on a la position en 6. Elle est croisée avec petit a, petit b, petit a, petit b, un double homozygote récessif. Quels sont les gamètes qui sont produits par ce double hétérozygote? Donc il y a 4 types de gamètes. Il y a les gamètes parentaux. Ce sont les gamètes formés sans aucun crossin-over. Il n'y a pas de crossin-over. Donc. Et aussi, ce sont des gamètes, on va le voir par la suite, qui sont produits aussi lorsqu'il y a un crossin-over. Parce que lorsqu'il y a un crossin-over, il y a formation de 50% des gamètes qui sont recombinés et 50% des gamètes qui sont parentaux. On va le voir par la suite. Donc, il y a ces gamètes et il y a les gamètes recombinés, petit a, grand B et grand A, petit b. Bien sûr, ces gamètes-là, ils sont produits lorsqu'il n'y a pas de crossin-over, comme j'ai dit, et ils sont produits aussi en moitié lorsqu'il y a un seul crossin-over, on verra. Et ces gamètes-là, pour qu'ils soient produits, il faut qu'il y ait un crossin-over. Ce sont donc des gamètes qui sont produits suite à un seul crossin-over. C'est évident donc de trouver que l'effectif de ces gamètes-là, c'est-à-dire les gamètes parentaux, est plus important que les effectifs de ces gamètes recombinés. Donc les effectifs des gamètes recombinés sont plus importants que les effectifs des gamètes recombinés. Ce qui fait, ces gamètes-là, ils ont une proportion qui est supérieure à un quart. Ces gamètes aussi, ils ont une proportion supérieure à un quart. Et les gamètes recombinés ont des proportions qui sont inférieures à un quart. Voilà donc les gamètes du double hétérozygote. Ce double homozygote récessif va nous donner un seul type de gamète, petit a, petit b, et on a les génotypes de la descendance. Donc ici, c'est un génotype grand A, grand B, petit a, petit b. Là, c'est petit a, petit b, petit a, petit b. Ici, ça va nous donner un phénotype grand A, grand B, avec une proportion bien sûr supérieure à un quart. Ce n'est pas comme tout à l'heure, dans le cas des deux gènes qui sont indépendants, c'était une proportion de un quart. Là, c'est un phénotype petit a, petit b, un phénotype parental qui a également une proportion supérieure à un quart. Ici, des individus qui ont pour génotype petit a, grand B, grand A, petit b. Le phénotype, c'est petit a, grand B, et sa proportion, elle est inférieure à un quart. Donc, une proportion inférieure à un quart. Et là, nous avons un génotype grand A, petit b, petit a, grand B. Le phénotype, c'est grand A. Je m'excuse, là, c'est petit a, petit b. Donc, le génotype, c'est grand A, petit b, petit a, petit b. Le phénotype, c'est grand A, petit b. Et sa proportion, effectivement, elle est inférieure à un quart. Donc, les phénotypes recombinés, ce sont ces phénotypes qui ont des proportions inférieures à un quart. Et ici, ce sont les phénotypes parentaux. Ils ont une proportion supérieure à un quart. Donc, c'est différent du cas où on a les gènes qui sont indépendants. Dans le cas des gènes qui sont indépendants, ces phénotypes, ils ont les mêmes proportions, de un quart, un quart, un quart, un quart. Voilà, donc les gamètes produits par le double hétérozygote. Ce double homozygote récessif produira un seul type de gamète. Donc les gamètes parentaux, grand A, grand B et petit a, petit b, sont plus fréquents que les gamètes recombinés, grand A, petit b et petit a, grand B. Ces gamètes recombinés résultent deux crossin-over intéressants, deux chromatides danseurs et situés entre les deux loci. Voilà les chromatides.
qui vont subir le crossing over. Et bien sûr, on aura à la fin des produits parentaux, grand A, grand B, et petit a, petit b. Et la moitié des produits qui sont des produits recombinés, grand A, petit b et petit a, grand B. Donc lorsqu'il y a un crossing over, vous voyez, on obtient la moitié des produits qui sont parentaux et la moitié des produits qui sont recombinés. Et bien sûr, dans le cas où il n'y a pas de crossing over, on obtient la totalité des produits qui sont des produits parentaux. Donc, voilà le résultat du croisement d'un double hétérozygote avec un double homozygote récessif. En effet, le nombre d'individus grand A, grand B, petit a, petit b, ou petit a, petit b sur petit a, petit b, est plus grand que le nombre d'individus qui ont ces génotypes qui vont donner le phénotype recombiné. On l'a déjà dit. Alors, bien sûr, quand nous avons un ensemble de cellules qui vont subir la méiose pour donner donc, des gamètes, il y aura, pour les gènes qui sont liés, de la ségrégation. Et cette ségrégation, elle va dépendre donc de cette distance entre les deux gènes. Et cette distance-là, on l'estime en déterminant le pourcentage ou bien la fréquence des chiasmas. C'est cette fréquence des chiasmas qui va nous donner une idée sur la distance qui sépare deux gènes et évidemment sur la fréquence des produits qui sont recombinés. Donc, une paire de chromosomes appariés, on l'appelle bivalent. Donc, deux chromosomes appariés, on l'appelle bivalent. Et chaque chromosome, évidemment, est formé de deux chromatides. Donc, le tout, on l'appelle un bivalent. Donc, une paire de chromosomes appariés, bivalents, est constituée par 4 chromatides, dont l'ensemble constitue une tétrade. Donc, l'ensemble est appelé tétrade. 2 chromosomes homologues appariés et chaque homologue présente 2 chromatides. Donc, on les appelle tétrades. On peut caractériser l'espace situé entre deux loci, c'est-à-dire entre deux gènes, d'un chromosome par la fréquence des chiasmas qui s'y produisent. Donc, comme j'ai dit, c'est cette fréquence de chiasma qui va nous caractériser cet espace entre les deux loci. Plus cette distance est grande, plus la probabilité qu'un chiasma ait lieu entre ces deux loci est grande. Tout simplement, plus la distance entre deux gènes est grande, plus la probabilité d'avoir un crossing over entre ces gènes-là est grande. Le pourcentage de gamètes recombinés obtenus à partir d'un génotype donné est le reflet direct du pourcentage du chiasma ayant lieu entre les deux gènes en question. C'est donc ce pourcentage de gamètes recombinés qui va nous donner une idée sur le pourcentage des chiasmas qui ont eu lieu entre les deux gènes. Parce que l'effectif des gamètes recombinés, il sera en fonction du nombre de crossing over qui ont eu lieu au cours de la formation des gamètes entre les deux gènes. Voilà. Quand un chiasma a eu lieu entre deux loci, il n'y a qu'une moitié des produits de la méiose qui est recombinée. Donc voilà, nous l'avons déjà dit, quand il y a un crossing over entre les deux gènes, vous avez la moitié des produits qui sont recombinés. L'autre moitié sont des produits qui sont parentaux. Donc, la fréquence des chiasmas est égale au double de la fréquence des produits recombinés. Tout ça. Parce qu'un chiasma, il aboutit à la moitié de produits qui sont recombinés. Donc, la fréquence des chiasmas est égale à 2 fois la fréquence des produits recombinés ou bien les 2 fois la fréquence des chromatides remaniés.
Donc le pourcentage de chiasma est égal à 2 fois le pourcentage de chromatide remaniée. Un exemple. Donc, si dans 30% des tétrades, donc on a donc, un ensemble de tétrades, donc un ensemble, disons, de cellules qui vont subir la méiose, et si dans 30% de ces cellules-là, il y a un chiasma entre les loci A et B, donc deux loci. Donc dans ce cas, s'il y a 30% des tétrades où il y a un chiasma entre les deux loci A et B, le génotype grand A, grand B, petit a, petit b, donnera naissance à 15% de gamètes recombinés. Grand A, petit b et petit a, grand B. Et bien sûr, 85% de gamètes parentaux, grand A, grand B et petit a, petit b. Donc, le génotype de l'individu, c'est grand A, grand B, petit a, petit b. Donc, on a dit qu'il se produit un chiasma dans 30% des tétrades. Donc, c'est-à-dire la fréquence des chiasmas est égale à 30%. Donc, ce génotype-là, il va nous donner en fait des gamètes parentaux, grand A, grand B, et petit a, petit b, et des gamètes recombinés, grand A, petit b, et petit a, grand B. On a dit que lorsqu'on a un chiasma, il y a la moitié des produits qui sont recombinés. Donc ici, nous avons des produits recombinés, ce sont ces produits-là, grand A, petit b et petit a, grand B. Donc, ces produits-là présenteront donc un pourcentage de 15%. La moitié de la fréquence des chiasmas. Et évidemment, les produits parentaux, les produits grand A, grand B et petit a, petit b, ils auront un pourcentage de 85%. Donc, si dans 30% des tétrades, un chiasma a eu lieu entre les loci A et B, le génome, grand A, grand B, petit a, petit b, donnera naissance à 15% de gamètes recombinés. Les gamètes recombinés qui sont grand A, petit b et les gamètes petit a, grand B. Et bien sûr, 85% des gamètes parentaux. Un deuxième exemple, là, c'est l'inverse. Donc, on a la descendance du test cross. On a cette descendance-là qui est constituée des génotypes suivants. Donc, vous avez grand A, petit b, petit a, petit b, et petit a, grand B, petit a, petit b, grand A, grand B, petit a, petit b, et petit a, petit b, petit a, petit b. Donc voilà la descendance d'un test cross. Et cette descendance-là, dont nous avons les génotypes, présente les fréquences suivantes. Donc, pour ces génotypes, on a 40%, c'est-à-dire les génotypes grand A, petit b, petit a, petit b, et les génotypes petit a, grand B, petit a, petit b, vous avez 40%. Donc 40% pour ce génotype et 40% pour ce génotype-là. Et pour les autres génotypes, vous avez 10%. 10% de grand A, grand B sur petit a, petit b, et 10% de petit a, petit b sur petit a, petit b.
Donc 10% pour ce génotype et 10% pour ce génotype-là. Donc là, c'est le phénotype grand A, petit b. Là, c'est le phénotype petit a, grand B. Là, c'est grand A, grand B. Donc le phénotype grand A, grand B. Et là, c'est le phénotype petit a, petit b. Donc, on déduit que voilà, ces deux génotypes, ces génotypes qui nous donnent ces phénotypes-là qui ont les proportions les plus élevées, ce sont les phénotypes parentaux. Donc voilà les phénotypes parentaux et voilà les phénotypes recombinés. Donc le double hétérozygote, il présente le génotype grand A petit b sur petit a grand B. Donc voilà, c'est le génotype du double hétérozygote qui a été croisé. Il va nous donner évidemment 4 types de gamètes. Les gamètes parentaux et les gamètes recombinés. Les gamètes recombinés, évidemment, ils auront un pourcentage de 80%. Et les gamètes, ça c'est pour les gamètes parentaux, et les gamètes recombinés auront un pourcentage de 20%. Et la fréquence des chiasmas, on a dit que cette fréquence des chiasmas est égale à 2 fois le pourcentage des produits remaniés, c'est-à-dire des produits recombinés, c'est-à-dire 2 fois 20%, ce qui est égal à 40%. Donc, il y aura 40% des tétrades qui vont montrer donc, un chiasma. Donc, il y aura un chiasma, donc 40% des tétrades. Donc, voilà la fréquence des chiasmas. Donc, ici, dans cette descendance-là, donc ainsi, 20% des gamètes formées par le double hétérozygote sont recombinés entre les loci A et B. Par conséquent, dans 40% des méioses, un chiasma a eu lieu entre ces deux loci. Donc voilà la fréquence des chiasmas, c'est 40%. Et bien sûr, la fréquence des gamètes recombinés est égale à 20%.